Bienvenue dans l'émission Guidasso. Guidasso, le centre de ressources et le réseau dans la Vienne d'accompagnement de la vie associative locale. Bonjour à tous, à chaque émission sa thématique. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Manuel Cottineau du service départemental à l'engagement, à la jeunesse et au sport. Bonjour. Bonjour. Alors la thématique du jour est une thématique un peu express, très condensée, comme notre émission, ça tombe bien. On va parler du FDVA 1, un acronyme qui veut dire Fonds de développement à la vie associative. C'est une campagne de subvention annuelle, tous les ans, mais très réduite. Quelle est la période cette année d'ailleurs ? Alors, vous parlez du FDVA 1 ? FDVA 2, pardon. Ah, parce qu'on peut parler du FDVA 1 qui est aussi, en cours. C'était l'objet d'une autre émission que vous pouvez retrouver en podcast. Voilà, donc le FDVA 2, donc pour les auditeurs, c'est l'ancienne réserve parlementaire qui a été, lors du premier mandat de Macron, donné à l'État pour gérer le fonds de développement de la vie associative, donc qui a été mis en place en 2018. Donc là, on démarre notre 5e session, on va dire, qui est à peu près identique d'une année sur l'autre. Ça veut dire que la note d'orientation 2023 est quasi identique à celle de 2022, 2021, enfin c'est le même cheminement. D'accord. Et donc, c'est une période de cette année du 25 janvier au 28 février. D'accord. Donc, il y a un mois, date à date presque, c'est ça. Pour remplir un dossier, avec un dossier qui se passe là, pour le coup, uniquement en ligne. Alors, c'est en ligne sur un site qui peut paraître un petit peu compliqué lorsqu'on y va pour la première fois, mais il est relativement simple. C'est lecontasso.fr. Et effectivement, mis à part le fait de pouvoir déposer ces subventions, les demandes de subventions sur ce site-là, c'est aussi un site qui permet aux associations de conserver leurs documents comme les comptes de résultats, les comptes rendus d'activité. Et c'est quelque chose qui, d'année en année, le Contasso est de plus en plus riche et qui permet aux associations de plus en plus de choses. Pour être plus précis, je crois que c'est lecontasso.association.gouv.fr. Oui, mais par contre, lecontasso.fr, quand on y va, effectivement, sur Google, ça vous envoie directement là-dessus. D'accord. Ouais. Et c'est effectivement, en tant que Guidasso, un site que l'on recommande beaucoup, exactement pour les raisons que vous venez de donner. Parce que, par exemple, vous savez, dans les associations, des fois, le trésorier change ou n'est pas là, etc. On ne retrouve pas toujours tous les documents. C'est un bon moyen de garder ça en ligne, un cloud d'une manière ou d'une autre, et puis il y a accès à d'autres parcours de subvention aussi, et à terme de plus en plus, nous a-t-on dit. Oui, c'est exactement ça. Ça veut dire que là, il est même possible sur lecontasso.fr là, de modifier, de demander une modification, par exemple, du nom pour le SIRET, par exemple, sur la vie SIRET. Alors, je sais que j'ai réglé ça ce matin, mais c'est vrai que ça donne quand même pas mal de possibilités. Et effectivement, je pense que toutes les associations vont trouver par cet outil, le Contasso, quelque chose qui va vraiment les accompagner dans leur quotidien. Alors, pour revenir à ce FDVA 2, comme je le disais maladroitement, pas FDVA 1, FDVA 2, à qui s'adresse cette campagne de subvention ? Alors, c'est à toutes les associations, qu'elles soient sportives, culturelles, du développement durable, de la jeunesse et de l'éducation populaire, de la santé. Alors, effectivement, il y a quelques associations qui n'y ont pas droit. Hein, c'est les associations plutôt qu'on va dire cultuelles. Voilà, c'est ça. Hein, mais c'est assez limité. Donc, effectivement, là, il y a plusieurs thématiques qui sont dans ce FDVA2, hein, je vous en ai donné la plupart. Effectivement, les associations culturelles, par contre, ne peuvent pas y être. Voilà, dont l'objet est typiquement en fait les associations 1905. Oui, pour être c'est ça, plus précis. C'est ça. Quels sont les axes
comme chaque année, il y a deux axes. Oui, alors il y a deux axes depuis la création. Hein. Il y a la possibilité de faire des dépôts de dossiers au titre du fonctionnement avec un montant minimum de 1 000 euros. Hein. J'insiste sur le montant minimum, dans le sens où on a déjà des associations qui se sont inscrites sur le compte asso, qui n'ont pas déposé, mais qui se sont inscrites avec des demandes qui sont, par exemple, il y a une demande d'une association qui demandait 86 euros. Donc là, effectivement, c'est la candidature de cette association, elle ne peut même pas être prise en compte. Ça veut dire qu'elle aura 0 obligatoirement, même si c'est nécessaire. 86, c'est peut-être euros, mais par contre, on ne pourra pas la financer. Donc ça va de 1 000 euros, on va dire, aller... pour d'autres associations, on peut monter 2000, 2004. On avait eu l'année dernière jusqu'à 3000. Mais voilà, généralement, c'est la moyenne l'année dernière était de 1 380 euros. Par contre, effectivement, l'année dernière, nous avions facilité, si vous voulez, la possibilité qu'ont les associations à être financées. Et 78% des associations avaient touché un subventionnement. Très bien. Ça, c'est pour l'axe 1, donc un budget de fonctionnement. À noter, et c'est pour ça que ces émissions existent, que Guide Asso, rapprochez-vous de vos référents dans chacune des EPCI de la Vienne. Ils peuvent vous aider à construire vos demandes de subvention. On peut accompagner pour ça. Parce que faire un budget, c'est pas toujours facile et on ne mesure pas forcément ce dont on a vraiment besoin. Mais donc ce FDVA2 s'adresse à ce qu'on va appeler des petites associations. Dans la note d'intention, il est noté, je ne sais pas si c'est comme chaque année, mais avec des budgets annuels de moins de 100 000 euros, avec moins de 2 salariés. Est-ce que c'est toujours le cas ? Alors c'est le cas, mais par contre, le terme, c'est prioritairement. C'est-à-dire qu'on va financer prioritairement des associations à petit budget, inférieur ou égal à 100 000 euros, et 2 salariés au maximum, mais c'est prioritairement. Ça veut dire qu'effectivement, lorsqu'il y a une association qui a un budget plus conséquent, a la possibilité malgré tout de toucher une subvention. Parce qu'on voit également, il y a des très très petites associations aussi qui ont des budgets par exemple de 400 euros, 500 euros à l'année, qui font une demande de subvention. Donc effectivement, ils ont le droit. Par contre, lorsque la subvention demandée est 4 fois plus importante des fois que le budget de l'association, des fois on peut se demander aussi si c'est vraiment nécessaire ou pas. Donc effectivement, j'insiste sur le terme quand même prioritairement. Ça veut dire qu'il n'est pas exclu de pouvoir donner à d'autres associations. Alors par contre, les très très grosses associations qui ont plus, on va dire, d'1 million d'euros, alors là, on évite de financer parce que ça servirait pas forcément à grand-chose. Pour donner quelques chiffres, vous en donniez tout à l'heure par rapport au nombre d'assos qui ont été aidés l'année dernière, etc. Rappelons que dans la Vienne, il y a 11 200 associations actives, on va dire, pour avoir un chiffre un peu rond, et que seuls 10% d'entre elles sont des associations employeuses. Donc c'est pour montrer que c'est vraiment accessible à énormément d'associations, qu'il ne faut pas hésiter. Et surtout, quelque chose que l'on fait beaucoup dans les accompagnements en guide asso, on invite les gens à prendre contact avec le subventionneur. Il ne faut pas avoir peur. Je ne sais pas si vous allez me confirmer ça. Tout à fait. Il faut prendre contact et dire voilà ce que j'ai envie de faire. Est-ce que ça rentre ou pas dans les cases ? Je prends un exemple où la semaine prochaine, c'est lundi prochain, je vais à Neuville alors que l'appel à projet n'est pas encore sorti, ne sera pas sorti. Je vais à Neuville-du-Poitou pour voir une association qui va me proposer un projet innovant. Donc voilà, elle m'a contacté au préalable pour que je puisse venir voir comment ça se passe chez eux. Donc effectivement, alors je le fais pas systématiquement parce que voilà, et puis surtout c'est l'année dernière, c'était 247 associations pour 263 dossiers. Donc effectivement, je peux pas me permettre d'aller partout. Le mot-clé vient d'être donné, innovation. C'est l'axe 2. L'axe 2 est étiqueté d'une manière qui peut faire un peu peur en général. C'est des actions innovantes. Oui. Qu'est-ce qu'on doit entendre derrière ? Alors, une action innovante, pas forcément pour l'association, c'est une action innovante pour le département. Alors, j'aime bien reprendre l'expression de mon collègue et chef de service Patrick Ballon, qui dit, attention, un projet innovant, ce n'est pas lorsque je décide de changer la couleur du maillot de mon association, de mes joueurs. Et effectivement, pour l'association, ça peut paraître quelque chose d'innovant. Par contre, il faut bien prendre en compte le fait que ce caractère innovant doit concerner le département. Ça veut dire que c'est une action innovante
dans le département. Je vous donne des exemples. Par exemple, il y a 2 ans, on avait financé par exemple le salon de coiffure solidaire parce que ça n'existait pas sur le département de la Vienne à l'époque. Vous voyez, donc il y avait plusieurs financeurs en plus. Donc effectivement, c'est un projet qui servait l'intérêt général également. Ça veut dire qu'on insiste sur le principe de l'intérêt général. Si c'est un projet innovant qui sert pour une dizaine de personnes, ça aura beaucoup moins de chances que si ça sert pour 500 ou 600 ou 1000 personnes. Voilà. Innovant donc pour le territoire de la Vienne dans son entièreté, ou est-ce qu'on regarde aussi un peu la zone d'influence par rapport au projet de l'association en elle-même, en disant une association évoluait sur ce qu'on appelait avant un canton, c'est-à-dire vraiment localement par rapport à la commune, et a décidé, sur la foi de son diagnostic ou de choses comme ça, d'aller explorer le reste du territoire de la Vienne. Est-ce que ça, c'est considéré comme innovant ? Oui. Alors, ça peut, par contre, je ne cache pas que ça dépend aussi de pas mal de dossiers, du nombre de dossiers qu'il y a. Il faut savoir que l'année dernière, nous avions une cinquantaine de dossiers pour le projet innovant. 9 ont été, et encore parce qu'on a poussé la machine un petit peu, il y en avait 8 à l'origine, on a poussé à 9 parce qu'il était difficile de départager 2 dossiers, donc on a décidé d'enlever un petit peu de fonctionnement pour mettre un 9e projet innovant. Mais 9 sur 50, ça fait quand même pas forcément un gros pourcentage non plus. C'est pour la raison pour laquelle, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait 247 associations pour 263 dossiers. C'est des associations, des fois, donc pour 17 là, d'entre elles, déposent au titre du projet innovant et au titre du fonctionnement, au cas où. C'est donc possible de déposer 2 dossiers, pas 2 dossiers dans l'axe 1 ou pas 2 dossiers dans l'axe 2, mais un dossier dans l'axe 1 et l'axe 2. Oui, alors ce que j'aimerais le plus, c'est que même c'est un seul dossier avec 2 actions dedans, une en projet innovant et une en fonctionnement. Ça évite les procédures. Donc effectivement, quand je dis 2 dossiers, c'est plutôt 2 actions. C'est un seul dossier avec 2 actions, une en projet innovant et une en fonctionnement. Voilà, parce que vous verrez, si vous déposez des dossiers, vous avez la possibilité, alors effectivement, de valider, mais par contre, pensez avant, des fois, est-ce que vous avez une deuxième action à mettre en place? Donc, à la limite, les associations qui veulent faire le fonctionnement et le projet innovant, il y a la possibilité de le faire sur un seul dossier. D'accord, tout ça relié avec le compte asso. Voilà. Et a priori, une fois qu'on entame la procédure de la demande de subvention, c'est ce fameux CERFA qu'on voit un peu partout. Et il y a plusieurs pages, dont le budget annuel de l'association et ensuite les budgets des actions. Oui, alors il y a 5 pages, 5 phases à valider. Le 2... le 2 et le 3, ce sont les renseignements un peu associatifs, avec sur le 3 notamment le dépôt du RIB, le 2, non pardon, je vous dis une bêtise, le RIB doit être déposé sur la partie 2 lorsque vous êtes au démarrage, sur la phase 2, et ensuite sur la phase 3, vous devez déposer le compte de résultat, donc du dernier exercice, j'insiste là-dessus, dans le sens où assez souvent, on voit par exemple pour 2023, je vais voir des comptes de résultats de 2021, voire de 2020. Ça ne sera pas pris en compte. Ça veut dire que là, effectivement, alors je dis ça parce qu'il y a des associations qui, comme elles ont fait un excédent l'année d'avant, pensent que le fait d'avoir un excédent va va perturber leur demande. Voilà. Donc, alors non, c'est pas parce que vous faites un excédent l'année d'avant qu'on va pas donner une subvention. Donc, c'est possible. Donc là, vous aurez à déposer le compte de résultat, le compte rendu de l'activité, un budget prévisionnel. Après, il y a d'autres possibilités de mettre aussi par exemple, des fois, pour de l'achat de matériel, il y a la possibilité de mettre un devis sur des documents complémentaires. Donc voilà. Ensuite, la phase 4, c'est vraiment l'action proprement dite, où l'action ou le fonctionnement ou le projet innovant. Donc là, ici. Et ensuite, la phase 5, c'est la validation, la confirmation de la validation. Et surtout aussi, c'est que vous vous engagez à respecter également certaines phases, si vous voulez, et notamment le contrat d'engagement républicain. Oui, ça, c'est quelque chose qui existe depuis la loi de 2021 sur le respect des valeurs de la République. C'est ça. C'est devenu obligatoire. Ça pourrait faire l'objet d'une autre émission ou d'une chronique à venir. Mais sachez que toutes les associations qui demandent des subventions sont censées signer
communiquer, partager auprès de leurs adhérents, etc., ce contrat d'engagement républicain. Ça nous amène à autre chose, et puis c'est autre chose, ce qu'on appelle un peu le tronc commun d'agrément. C'est les valeurs génériques qu'on retrouve à peu près dans toutes les demandes de subventions, en tout cas quand c'est des fonds publics. Intérêt général, c'est la première valeur, sachant que l'intérêt général ne se décrète pas, mais qu'il s'analyse, on va dire. Quelle notion définition vous donneriez à l'intérêt général ? Alors l'intérêt général, je vais vous prendre un exemple frappant sur une association, par exemple, qui va demander une subvention pour 4 ou 5 de ces éléments. Donc là, l'intérêt général va être limité. On ne va pas non plus donner parce qu'il y a 20 000 personnes qui vont être concernées par l'événement. Par exemple, si une association organise un concert en plein air où ils vont accueillir 3 000 personnes, effectivement, alors on va dire oui, mais il y a de l'intérêt général parce qu'il y a 3 000 personnes qui viennent, mais ce n'est pas pour autant qu'on va donner davantage à cette association-là. Mais c'est le plus de personnes qui vont être, je dirais, aussi satisfaites. Ça veut dire que, je passe à autre chose. Si le concert, par exemple, se passe sur une zone de revitalisation rurale et que ça concerne 300 ou 400 personnes, on va considérer que cette action a un intérêt général parce que les personnes sur cette zone, on va dire rurale, ont beaucoup plus de difficultés pour aller voir un concert sur Poitiers ou ailleurs. Vous voyez, on essaie d'analyser l'intérêt aussi, le nombre de personnes, mais par rapport à l'intérêt que ces personnes-là auront à vivre ensemble quelque chose sans obligatoirement se déplacer énormément, quoi. Oui, si je me hasarde un peu, on pourrait dire par exemple pour une épicerie solidaire, ça sera de l'intérêt général à partir du moment où n'importe qui dans la commune, les communes avoisinantes, le département peut venir s'inscrire et bénéficier de cette épicerie, contrairement à une épicerie qui dirait nous on ne fait que sur le quartier et sur les 3 km à la ronde, c'est-à-dire nos amis, de nos amis, etc. Oui, alors après, oui, tout à fait. Alors après, là, j'ai un exemple en tête puisque j'ai vu une jeune association qui a démarré il y a un peu plus d'1 an, qui est principalement sur le campus, donc il n'est pas ailleurs, le campus pour aider les étudiants qui sont en déshérence un peu, mais alimentaire. Donc, ils viennent pour distribuer sur la distribution de... Donc là, effectivement, ils sont légitimes à pouvoir déposer, même si... Alors, effectivement, c'est sur le campus, c'est pas sur tout Poitiers ou sur toute la Vienne, mais effectivement, c'est une association qui est en capacité de demander. L'autre élément du tronc commun d'agrément va être, les 2 éléments, on va dire, gouvernance démocratique et transparence financière. Oui. Alors la transparence financière, effectivement, je ne vous cache pas que certaines associations dans les budgets, notamment les comptes de résultats, c'est quand même pas énorme. Ça veut dire, quand je vous dis c'est pas énorme, c'est la qualité des comptes de résultats qui n'a pas été faite par un expert comptable. Et du coup, effectivement, on se retrouve avec des fois des comptes de résultats qui sont illisibles, on va dire, et pas pertinents. Donc, on a tendance à les écarter aussi. Donc, effectivement, je conseille ces associations-là à se rapprocher aussi de Guidasso, notamment, qui peuvent les accompagner, notamment pour la mise en place d'un budget, parce que un budget, ça ne s'invente pas. J'ai souvent sur le compte asso des associations qui me mettent un budget de l'action qui est excédentaire du montant de la subvention. Effectivement, dans ce cas-là, on ne peut pas donner une subvention parce que ça veut dire que le budget, il était, entre guillemets, je vais vous donner un terme un peu, mais bâclé. C'était bâclé. C'est-à-dire que si on se retrouve avec une demande de 1 500 et alors, en bas un excédent de 1 500, ça veut dire que le budget n'a pas été préparé. Vous voyez ? Et la gouvernance démocratique ? Donc la gouvernance démocratique, effectivement, alors il y a quelque chose aussi dans le compte asso. Ça veut dire que logiquement, c'est le président qui fait la demande, sauf si il peut donner un pouvoir à un membre de son CA ou de son CA et par contre il faut le mandat écrit dedans. Donc faut téléverser le mandat de manière à pouvoir être référencé, sinon ça va bloquer, ça va finir par bloquer. Donc la campagne s'ouvre le 25, comme on disait, 25 janvier, se finit le 28.
Qu'est-ce qui... 28 février. 28 février, oui, pardon, oui, c'est bien de le préciser. Les budgets, on va dire, pour les petites associations, au moins 1 000 euros pour l'axe 1, on ne l'a pas dit, mais c'est au moins 4 000 euros pour l'axe 2. C'est ça, 4 000 euros. Sachant que le 4 000 euros, c'est pour un nombre réduit d'associations. Donc, oui. Est-ce que... L'an dernier, je vous parle, l'an dernier, on a eu des montants qui se sont échelonnés entre 4 000 et 4 500 sur le projet innovant. Donc effectivement, le maximum, c'est 4 000. On est parti, on a eu le collège départemental FDVA. Les membres du collège ont trouvé que c'était une bonne variante entre 4 000 et 4 500. Pas au-delà pour le moment. Voilà. Peut-être. Alors, il y a d'autres départements sur la Nouvelle-Aquitaine qui dépassent cette ligne et qui vont des fois jusqu'à 10 000 euros. Par contre, effectivement, sachant que le nombre de projets innovants est quand même limité, parce que si on met 10 000 à plusieurs associations, effectivement, c'est toujours une ligne, enfin une limite aussi du coût du nombre d'associations que l'on va subventionner au titre du fonctionnement. Autre critère qui peut parler ou qu'ils doivent prendre en compte quand ils remplissent un dossier, c'est un taux d'intervention de 80%. Oui. Ça veut dire que le budget doit être construit de manière à ce que l'association demande au FDVA2 représente 80% de la colonne de droite. Oui, c'est ça. Alors approximativement, même si ce n'est pas exactement 80%, on est en capacité de prendre. Mais on évite effectivement de financer 100% du produit. J'exagérais un peu en disant la colonne de droite, puisque c'est 80% des subventions et des copartenaires. C'est ça. Une notion qui émerge un peu ces derniers temps, c'est les contributions volontaires en nature. Est-ce que ça rentre en compte ? Non, alors moi je ne le prends pas en compte, si vous voulez, parce que effectivement, il y a les grosses associations qui arrivent réellement à le déterminer. Par contre, les petites associations, des fois, ne mettent pas. Il n'y a rien d'écrit, non seulement sur la participation, par exemple, des bénévoles, mais également sur par exemple, la mise à disposition de locaux pour une association, qui sont très conséquents. Ça veut dire qu'effectivement, je vois rarement, ce qui est bizarre d'ailleurs, le montant, par exemple, de mise à disposition d'équipements sportifs, notamment, par exemple, en ce qui concerne le sport, ou d'une salle d'un complexe, par exemple, comme une salle des fêtes, qui peut être mise en place pour une association. Effectivement, les associations n'ont pas tendance à valoriser je dirais ce qu'apporte une collectivité, ce qui est dommage par contre, parce qu'effectivement ce qui m'intéresserait moi, c'est d'avoir ça. Ça veut dire que la mise à disposition de locaux. Après, le bénévolat, effectivement, on peut le calculer. Si les associations sont en capacité de le calculer réellement, on peut se rendre compte effectivement de cette capacité de bénévoles. Par contre, il y en a beaucoup qui ne savent pas et qui ne sont même pas en capacité de dire combien de temps ils passent sur une semaine dans l'association, au titre du bénévolat. Merci pour tous ces éléments explicatifs donc de cette note à paraître et à retrouver simplement sur Tonton Google, FDVA 2, Fonds de développement à la vie associative, et puis on y arrive bon an mal an. Pour toutes les choses un peu effrayantes comme les contributions volontaires en nature qu'on disait, dont on parlait à l'instant, et ce fait de devoir présenter un budget et un compte de résultat qui n'est pas une obligation légale, il existe des outils proposés par votre banque, proposés par Basicompta ou des choses comme ça, qui vous aident assez facilement à rentrer dans les cases et à clarifier votre comptabilité. Donc n'hésitez pas à prendre contact auprès des référents Guidasso pour ces questions de CVN et de comptabilité, et bien sûr du SDJES pour toute question qui correspondrait au montage de cette subvention. Oui, alors une petite chose aussi, juste avant de clôturer, pour les associations qui déposeront, de bien contrôler l'adresse du RIB par rapport à la fiche SIRET, c'est-à-dire la carte d'identité de l'association. Il faut vraiment que le titre de l'association soit identique entre le RIB et la fiche SIRET. Voilà. Sinon, ça bloquera l'arrivée de l'argent si vous avez réussi à convaincre la commission. Merci beaucoup de votre intervention. Merci à vous.
Retrouvez Guidasso sur Internet et sur Facebook avec simplement Guidasso86, tout écrit en un seul mot. On vous tient au courant, abonnez-vous et vous aurez plus d'informations et vous retrouverez tous les contacts de nos référents dans la Vienne, à Montmorillon, Civray, Châtellerault, Poitiers, Vouillers et les Roches-Prémarie. À bientôt.